Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est présenté ce soir en nouvelle lecture fait l'objet d'une réelle opposition au sein de notre Assemblée. Mérite-t-il une telle dramaturgie marquée par l'échec de la commission mixte paritaire qui en a débattu le 24 juin dernier et par le rejet du texte en commission des lois hier? Je ne le pense pas. Mais peut-être est-ce le sort de tout texte relatif et législatif ayant pour objet le mode d'élection aux municipales à Paris, Lyon et Marseille. En effet, nous débattons d'un texte visant à modifier la loi du 31 décembre 1982. Souvenons-nous que déjà à l'époque, celle-ci avait été adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale après une CMP non conclusive et un rejet par le Sénat. Mais ce qui me rend le plus perplexe, c'est la composition de la coalition s'opposant à ce texte. En effet, elle comporte des héritiers de parlementaires opposés dès 1982 au mode électoral actuel, ayant même formé un recours infructueux devant le Conseil constitutionnel, tout en revendiquant un système tel qu'il nous est proposé aujourd'hui. Et aussi des descendants de ceux qui, en 1999, réclamaient une modification de la dite loi de 1982 afin d'obtenir une déconcentration des pouvoirs. Dépassons cette analogie historique et ces rapprochements tactiques pour connaître le but premier de cette proposition et de redonner sa force au vote. En effet, la réforme proposée vise à donner au vote d'un électeur de droite dans un arrondissement de gauche ou d'un électeur de gauche dans un arrondissement de droite un effet sur l'élection du maire, ce qui n'est pas le cas dans le système actuel. Les électeurs lyonnais, marseillais ou parisiens ne seront plus des citoyens de second rang et leur vote aura la même force que les électeurs des 34 875 autres communes françaises. La démocratie locale doit reposer sur la transparence et la confiance mutuelle et non sur des jeux d'appareil. C'est une évidence qu'il faut parfois rappeler. De surcroît, nos travaux doivent aussi conserver leur caractère pondéré, ce qui fait la force et rassure nos concitoyens en ces temps difficiles. Cette modération, j'aurais aimé la retrouver tout au long de l'examen de ce texte et je ne l'ai malheureusement pas beaucoup retrouvée. Ainsi, l'essentiel, qui est, vous le savez mes chers collègues, la synthèse du rapport de notre collègue Lauriane Josende que je salue, ne résume pas une situation mais dresse un constat à charge. Ce document de synthèse devrait être pris comme un cas d'école de ce qu'il ne faudrait pas faire. Il s'apparente plus à un tract politique qu'à un rapport parlementaire. Alors, rapidement, je vais répondre aux principales critiques faites contre ce texte. Il lui est reproché d'être mal préparé ou d'être élaboré dans la précipitation. Notre collègue député Jean-Paul Mattei, rapporteur de l'Assemblée nationale que je salue également, a répondu à ce reproche en proposant lors de la réunion de la commission mixte paritaire des évolutions qu'il a qualifiées de substantielles, destinées notamment à répondre aux préoccupations légitimes exprimées par certains sénateurs lors des discussions en séance publique. Il a proposé que les maires d'arrondissement siègent automatiquement au Conseil central de Paris, Lyon et Marseille pour assurer une représentation directe. Il a obtenu un engagement gouvernemental pour mener une mission flash sur le renforcement des compétences des maires d'arrondissement. Il a aussi obtenu un autre engagement du gouvernement concernant un futur projet de loi sur le mode de scrutin des élections sénatoriales tenant compte des réformes dans ces villes. S'il vous plaît. Enfin, concernant Lyon, il reste ouvert à discuter du maintien simultané des scrutins municipaux et métropolitains. Ces réelles avancées ont été accueillies avec une fin de non-recevoir polie mais ferme. Maintenant, concernant le caractère tardif de cette loi, si nous adoptons ce texte ce soir, il aura force de loi avant que nous commence la période dite de vigilance juridique et de neutralité des 6 mois avant les élections municipales de mars 2026. C'est aussi la période où commencent à être comptabilisées les dépenses électorales. Ce reproche de caractère tardif n'a pas été soulevé lors de l'adoption de la loi du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité. Or, cette réforme aura un impact bien plus important que celle-ci, car elle concerne plus de 25 000 communes de moins de 1 000 habitants.
Cette remarque n'a pas été faite car cette réforme est nécessaire pour redonner du sens au vote et de la légitimité à l'action municipale. Exactement les mêmes principes qui guident ce présent texte. Enfin, concernant la non-conformité des dispositions contenues dans ce texte, les dispositions non conformes de ce texte à la Constitution, je vous engage à relire la décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1982 relatif à la loi originelle. À cette occasion, vous verrez que les sages ont donné une interprétation bien précise de la libre administration des communes et que le Conseil a rejeté l'ensemble des griefs qui lui avaient été présentés. Après l'échec de la commission mixte paritaire et à la veille de cette nouvelle lecture au Sénat, notre groupe conservait un espoir d'un compromis pragmatique et raisonnable permettant à nos deux chambres d'aboutir à un texte commun. Comme je l'indiquais précédemment, Jean-Paul Mattei avait tenté de tracer un chemin avec plusieurs modifications importantes. Malheureusement, nous constatons et nous regrettons que le Sénat reste dans les mêmes caricatures qu'en première lecture. Notre groupe continuera malgré tout à soutenir très majoritairement ce texte, convaincu qu'il constitue une avancée démocratique importante pour Paris, Lyon et Marseille. Je vous remercie.